Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'aviez peut-être vu ou pas, hein, dans la partie communautaire de la chaîne, j'avais laissé un message pour ceux qui voulaient poser des questions. Et du coup, on va essayer d'y répondre. Allons-y, c'est parti. Et on commence avec Shima qui me demande en gros si je pourrais faire un tuto sur l'undervolting pour les GPU. Et à cette question, je répondrai que j'ai déjà fait un tuto sur l'undervolting des GPU, il y a un petit peu plus d'un an, et en gros ça n'a pas vraiment changé depuis, ça fonctionne toujours de la même façon. À ceci, j'ajouterai quand même malgré tout que si c'est pour faire des économies d'énergie, alors l'undervolting ça marche très bien. Par contre, toutes les cartes ne sont pas égales au niveau de l'undervolting, il y en a qui sont vraiment nuls à ce niveau-là, il y en a d'autres qui sont très très bonnes. Donc c'est un petit peu comme l'overclocking. C'est pas une science exacte. Par contre, d'autres trucs qu'on peut faire pour limiter sa consommation, c'est aussi de mettre une limite de FPS dans les jeux, généralement à peu près à la synchro de son moniteur, puisque dans certains titres, il n'y a pas forcément besoin de laisser le compteur de FPS aller à des niveaux absolument démentiels. On peut juste limiter le nombre de FPS et ça fait du coup mécaniquement baisser aussi la consommation quand le GPU arrive à ce niveau de FPS et qu'il ne tourne pas à fond déjà de base. Et on continue avec Ted13 qui me demande, en gros, penses-tu continuer à faire des tests et des benches ou penses-tu à explorer d'autres catégories du hardware comme l'opening? Je sais pas ce que tu veux dire par l'opening. Sinon, quelles sont tes idées pour continuer ton évolution sur le YouTube game? Alors, au niveau de l'évolution, alors déjà je vais continuer à faire ce que je fais actuellement, donc toujours des reviews de matos avec des gros benchmarks. Il y a déjà beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Sinon, en vrai, sur la chaîne en elle-même, je suis pas certain que j'aurai le temps de faire grand chose d'autre. Après on verra bien, il peut se passer des choses. Par contre je pensais très clairement peut-être aussi faire une traduction en anglais de certains de mes benchmarks, de certains de mes tests, puisque bon, par exemple, si je reprends le test de ma RX 6700, concrètement il n'y a pas grand monde qui l'a testé cette carte, même au niveau mondial, du coup ça pourrait intéresser certaines personnes d'avoir une version anglaise de certains tests, ça pourrait être intéressant. Après, bien évidemment, si je fais ça, ce serait sur une chaîne secondaire, puisque bon, je me doute qu'ici, vous n'en avez pas grand-chose à faire pour la plupart de revoir des tests que j'ai déjà fait en anglais. Ensuite, on a une question de Greg qui me demande, petite question assez rapide, est-ce que tu achètes beaucoup de composants PC? Si oui, quelle est la part de matos d'occasion? Est-ce que tu as déjà eu des soucis avec le matos d'occasion acheté? Et si oui, est-ce que certains types de composants étaient plus concernés que d'autres? Alors, du matos, j'en achète assez régulièrement, en ce moment principalement pour faire des tests. Après le matos d'occasion, j'ai aucun problème avec le matériel d'occasion la plupart du temps, que ce soit des GPU, des CPU, n'importe quoi d'autre en fait, tant que le prix est intéressant, c'est potentiellement une bonne affaire. Particulièrement en ce moment d'ailleurs, on peut trouver certains GPU à des tarifs quand même hyper intéressants en occasion. Alors après, est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus sensibles en occasion qu'en neuf? Ça dépend quoi, personnellement, les alimes, je préfère les acheter neuves. Ça me regarde, je dirais, il n'y a pas vraiment de souci avec des alimes d'occasion si elles n'ont pas 10 ans, bien évidemment. Si elles sont assez récentes, pourquoi pas. Après, il y a peut-être le stockage, que j'aime pas trop acheter d'occasion, principalement pour des raisons de sécurité. On sait pas trop ce qu'il y a d'installé sur le SSD ou le disque dur d'occasion quand on l'achète d'occasion. À un particulier, par exemple, par contre, si c'est du reconditionné d'une marque qui revend un stock de disque dur, par exemple, bon là j'ai moins de problèmes à y aller. Et de manière générale, tout ce qui est périphérique, j'achète énormément en reconditionné sur Amazon par exemple, quand c'est intéressant de le faire. Quand le prix est avantageux, j'ai aucun problème à prendre du reconditionné, puisque de toute façon, s'il y a un souci, ça se renvoie. Ensuite, on a une question de Arno Boy. Alors, ça fait longtemps que je me pose des questions vis-à-vis de la RAM. Est-ce que la latence est la même si on a 4 barrettes avec du coup 2 paires en dual channel versus 2 barrettes avec une seule paire en dual channel? C'est pour savoir si par exemple 4x8 c'est pareil que 2x16 en termes de latence, en partant du principe que quoi qu'il arrive, elles aient toutes la même fréquence et le même casse. Le problème c'est pas vraiment au niveau de la latence, c'est plus au niveau du nombre de ranks. Principalement sur la DDR4, on a ce qu'on appelle des RAM dual rank ou single rank. Et en gros, pour être sûr d'avoir le dual rank d'activer, on va dire, c'est plus simple de prendre 4 barrettes que 2. Puisqu'avec la DDR4, par exemple, la mémoire dual rank, ça devient un petit peu de plus en plus rare. Et comme les fabricants sont pas toujours très clairs sur le fait que leur barrette soit single rank ou dual rank, le plus simple, c'est d'acheter 4 barrettes. Ensuite, on a Gwens2K. Est-ce qu'il t'arrive de faire des benchmarks sur des GPU en AGP histoire de méditer sur le chemin parcouru entre les 3DFX, Banshee, Monster Fusion, ATI 9600, GT 6600 et aujourd'hui? Non, tout simplement parce que j'en ai plus. Je crois que le seul truc qui me reste, c'est ma Voodoo 1 là derrière.
Et en dehors de ça, j'ai pas vraiment de trucs vintage sous le coude. Et rien qu'au niveau des softwares qui sont utilisés pour faire les benchmarks à l'heure actuelle, hein, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on avait à l'époque, et je suis pas sûr que ça fonctionne non plus. Donc bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire en vrai. Ensuite, on a vu tout ce qui demandait. Alors, est-ce qu'il y a un logiciel de monitoring qui permet de connaître en direct la consommation en watts de son alimentation? Je pense pas que ça existe directement sur l'alimentation. Alors, il y a des alimentations qui font ça elles-mêmes. Je crois qu'il y a des modèles chez Asus avec un écran dessus qui donne en gros leur consommation actuelle. Je crois que chez Corsair, il y a moyen d'avoir un software qui fait ça aussi. Par contre, en règle générale, c'est pas quelque chose d'intégré à part si c'est précisé ou s'il y a une feature en plus qui le permet. Du coup, le plus simple à faire, si tu veux vraiment voir ta consommation en temps réel de ton PC, le plus simple, hein, c'est d'acheter un wattmètre. Et en gros, ça te permettra de faire ça. Sinon, la suite de la question, c'était expliquer un petit peu comment ça marche les différentes générations de PC Express. J'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller la regarder. Alors ensuite on a Kevin C qui me pose la question, je crois qu'il y en avait d'autres qui avaient posé la même question. À quand la vidéo de présentation de ton setup matos? Et tu pourrais faire un récap comparatif entre les fuitasses rumeurs de Copy 7 Kimi et finalement les vrais specs des RTX 4000. Pour l'histoire de Copy 7 Kimi, en vrai c'est pas très intéressant, puisqu'en gros on connaissait déjà les specs des puces en elles-mêmes depuis très longtemps, puisqu'NVIDIA s'était fait hacker. Donc au niveau des puces en elles-mêmes, on savait déjà tout, je dirais. Par contre après, les seules choses qui ont changé dans le temps, c'était les déclinaisons, comment ça a été découpé, comment la gamme est construite, et on voit que même encore à l'heure actuelle, ça change encore. Puisque si on reprend l'histoire de la 4092 Go qui est maintenant annulée, c'est une segmentation du coup qui n'existe plus. Et sinon au niveau de mon setup et de mon matos, alors je sais pas pourquoi ça intéresse autant de monde ça, puisque en gros, j'ai tellement de matériel à tester, que mon setup en gros change tout le temps, hein, puisque parfois je vais devoir prendre le GPU à l'intérieur pour l'utiliser sur le banc de test, parfois ça va être le processeur que je vais utiliser aussi. En gros j'ai pas vraiment de config fixe en dehors de mon PC de stream qui lui ne change pas vraiment, et encore parfois ça arrive que j'utilise des pièces à l'intérieur aussi. Mais bon, si ça vous intéresse vraiment, un de ces quatre on pourra peut-être faire le tour du propriétaire, mais il n'y a pas grand chose à voir. Alors ensuite on a Misuki qui demande: est-ce que tu penses que le DLSS 3 arrivera un jour sur les RTX 3000 ou 2000? Et que penses-tu de cette stratégie de Nvidia de laisser tomber ses anciennes CG aussi rapidement? Pour ma part je trouve ça honteux. Maintenant j'attends le FSR 3.0 quand celui-ci sera disponible, j'espère. Merci pour tes vidéos, je kiffe, continue comme ça. Alors déjà merci. Et ensuite en ce qui concerne le DLSS 3, pour l'instant c'est limité au RTX 4000. On a entendu parler d'un mec qui avait déclaré qu'il avait réussi à le faire fonctionner sur les RTX 3000 voire même 2000, sauf que le mec en question n'a jamais donné suite. On n'a jamais vu si ça fonctionnait vraiment, on sait pas comment il a fait, il y a toujours personne pour l'instant qui a réussi à faire la même chose, donc on se pose quand même légitimement la question si c'est vraiment une info ou une intox totale. Et pour rappel, puisque quand même pas mal de monde font l'impasse là-dessus quand il parle de ça, le mec, quand il décrit que ça fonctionne sur sa RTX 2000, il dit aussi que c'est pas parfait du tout, hein, qu'il y avait des bugs graphiques et des stutters. Même si ça doublait les FPS, c'était pas parfait. Et selon les dires d'NVIDIA, qu'ils soient vrais ou pas, j'en sais rien, mais en gros, ce qu'il racontait, c'était que techniquement, oui, c'est possible que ça fonctionne sur les RTX 2000 et 3000, c'est juste que ça fonctionnait pas bien. Alors après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que du coup c'est impossible qu'avec le temps, avec des optimisations, ça puisse arriver sur les RTX 3000 et 2000? C'est pas totalement impossible, mais est-ce que ce sera le cas un jour? On n'en sait rien. Sinon, les nouvelles technologies qui ne fonctionnent pas sur du matériel plus ancien, ça je dirais c'est pas nouveau, hein. On a le cas assez régulièrement dans le matos sur PC, et encore une fois, hein, si on reprend juste l'exemple des RTX 2000, le ray tracing, le DLSS et tout ça, ça fonctionne pas sur les GTX 1000 par exemple. C'est dommage, mais bon, parfois, quand on passe un cap, quand on apporte une nouvelle technologie, ça ne fonctionne pas forcément avec l'ancien matériel. Alors je sais qu'avec le DLSS, on se dit c'est du software, du coup il y aurait peut-être moyen, hein. J'ai déjà dit par le passé à plusieurs reprises que c'est dommage qu'NVIDIA n'ait pas fait comme par exemple Intel au niveau de son XeSS, c'est-à-dire d'avoir un DLSS qui fonctionne mieux avec les nouvelles cartes, et pourquoi pas un DLSS moins rapide ou moins qualitatif avec les anciennes cartes, mais qui repose un petit peu sur la même technologie. Puisque bon, techniquement, si Intel réussit à le faire, Nvidia aurait aussi, logiquement, pu faire quelque chose de similaire. Donc bien évidemment que dans l'histoire, il y a aussi toute une partie marketing pour justement pousser les gens à passer à la nouvelle génération.
Après, encore une fois, quand on achète du matériel, les features c'est une chose, les promesses c'en est une autre. La plupart du temps, il faut aussi essayer de voir si justement ces nouvelles technologies sont indispensables au moment où ces nouvelles générations sortent, et si ça vaut son prix, ou si on peut juste patienter encore un petit peu plus longtemps. Ensuite, on a une question de Sparta. Bonjour, cher VCG, j'aimerais savoir si l'on peut diminuer le wattage d'une carte graphique sans la faire planter. Alors, tu peux diminuer la consommation d'un GPU sans le faire planter, par exemple, juste en diminuant le power limit. C'est ce qui a été fait en grande partie, par exemple, avec les reviews sur les RTX 4000, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Si tu diminues juste le power limit, la courbe de fréquence et compagnie de voltage va s'adapter automatiquement et va chercher à arriver à une certaine consommation. Et pour la 4090, eh bien justement, on a vu qu'on pouvait baisser la consommation tout en conservant des performances similaires, en baissant le power limit et en augmentant légèrement les fréquences. Après, il faut essayer de trouver l'équilibre, hein. Cette façon de faire, ça ressemble à un undervolting plus classique, sauf qu'on n'influe pas directement sur la courbe du voltage, mais au final, on a un résultat relativement similaire. Alors ensuite, on avait PopoStyle, salut VCG, quelles sont les différences entre le RSR et le FSR? Lequel de ces derniers faut-il activer en priorité? Alors, pour essayer de faire très simple, le RSR, c'est la même chose que le FSR, sauf que celui-ci est intégré directement dans les drivers, ce qui veut dire que ça va fonctionner sur tous les jeux. Par contre, le FSR, comme c'est du cas par cas et que c'est intégré dans les jeux directement, ça veut aussi dire qu'au niveau de l'upscaling, c'est plus qualitatif dans l'ensemble, hein, puisque le RSR va juste upscaler toute ton image, là où le FSR, l'intérêt de l'implémenter directement dans le jeu, c'est que ça va pas upscaler par exemple le HUD, hein, donc toutes les infos que tu as à l'écran, ce qui sera pas le cas avec le RSR. Donc pour simplifier au maximum, le RSR c'est surtout pratique pour les jeux qui n'ont pas le FSR nativement dans le moteur, tout simplement. Alors ensuite on avait Dr Green qui demandait pourrais-tu expliquer la différence entre la GDDR6 et la GDDR6X, je présume. Ouais c'est ça. Pour faire très simple, hein, la GDDR6X c'est une technologie différente de la GDDR6 classique. Comment ça fonctionne exactement, on s'en fout. Le principal, quand elle est arrivée, en fait, c'est que ça pouvait permettre d'avoir plus de bandes passantes que la GDDR6 classique. Par contre, elle avait aussi deux défauts majeurs, hein, c'est qu'elle chauffait énormément et qu'elle consommait beaucoup plus que la GDDR6 classique. Et à l'heure actuelle, hein, je pense que la GDDR6 commence à rattraper son retard petit à petit, et je pense qu'on peut avoir une bande passante similaire avec de la GDDR6 classique. Après, je pense qu'NVIDIA a des tarifs un petit peu plus préférentiels sur la GDDR6X, puisqu'ils sont les seuls à l'utiliser. Donc pour eux, c'est peut-être plus simple et moins coûteux de mettre de la GDDR6X que de la 6 classique, qui est beaucoup plus répandue et beaucoup plus utilisée sur plein d'autres matos. Alors ensuite, on avait 3-4 questions sur la VR, principalement, qui me demandaient de faire des benchmarks en VR ou de parler de VR et tout ça. Alors la VR, très bien, hein. Par contre le problème c'est que j'ai pas de casque, donc du coup je peux pas faire grand-chose à l'heure actuelle. Mais concrètement, oui, les benchmarks en VR, tout ça c'est quelque chose qui est en réflexion. Est-ce que ça arrivera plus tard ou pas, on verra bien, mais là pour l'instant concrètement j'ai pas vraiment le temps de le faire, on verra quand ce sera un petit peu plus calme. Ensuite on avait Varmony, est-ce que tu as des infos sur le ray tracing des GPU AMD? Les RX 7000, pas vraiment, c'est la grande interrogation à l'heure actuelle, quelles seront les performances en ray tracing des futurs Radeon? Alors après, en toute logique, vu comment fonctionne le ray tracing sur RDNA 2, c'est très lié au nombre de compute units qui sont présentes sur la puce. Vu que là on a un doublement des compute units, déjà rien que ça, normalement, on devrait avoir un x2 au niveau des performances par rapport à RDNA 2. Alors après, bien évidemment, on espère que ça ne se limitera pas à ça, qu'il y a aussi des améliorations qui ont été faites à ce niveau-là, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça donne. Alors ensuite, on avait une question de Mario Le Benoît. Salut VCG, avec la sortie des cartes Nvidia, des prix loufoques, t'attends-tu à une augmentation des prix inflation comprise chez AMD pour leurs nouvelles cartes ou des cartes vendues au prix MSRP? Bon alors ça j'en parle dans ma dernière vidéo plus en détail, mais pour faire très simple, à l'heure actuelle, hein, même si AMD sort ses cartes exactement au même tarif que la dernière fois, en Europe elles seront 20% plus chères que la dernière fois, tout simplement parce qu'il y a la conversion euro-dollar qui n'est pas en notre faveur du tout, et ça c'est pas de la faute d'AMD, d'NVIDIA ou d'Intel, c'est juste qu'actuellement en Europe, pour ce genre de matos ça coûte plus cher qu'avant. Donc bon, même s'il n'y a pas d'abus au niveau de la segmentation et que les prix sont exactement les mêmes que la dernière fois, quoi qu'il arrive, on paiera plus cher. Alors c'est un petit peu triste à dire, hein, mais le seul truc qui ferait que les prix reviendraient à des tarifs similaires à ce qu'on avait avant en Europe, eh bien c'est soit que l'euro remonte, ou soit que les marques acceptent de faire moins de marge. Pour l'instant, c'est pas ce qu'elles ont envie de faire, après,
Si les ventes sont vraiment mauvaises, ça baissera peut-être par la suite. Du coup, la meilleure chose à faire, hein, si vous voulez avoir des prix qui baissent, bah, c'est de pas acheter. Alors ensuite, question de Oxa A. Penses-tu qu'il faille acheter une 3080 Ti de suite et espérer un passage au DLSS 3 par les modeurs, ou patienter pour une éventuelle baisse des prix des RTX 4000, voire RX 7000, tout cela pour un écran 4K 165 Hz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'histoire du DLSS 3 modé, pour l'instant, on n'a pas d'infos, hein, donc il faut pas parier dessus. On n'a absolument rien pour dire que ce mode est réel ou pas, donc pour l'instant c'est juste une rumeur. Ensuite on a Ijuju, salut, est-ce que le G-Sync vaut le coup avec une RTX 3060? J'envisage de remplacer un 24 pouces Full HD par un 27 pouces 1440p. Alors le G-Sync ça vaut le coup avec tous les GPU et tous les écrans, hein, tout simplement. Après sur la majorité des écrans qu'on achète maintenant c'est du FreeSync, donc du G-Sync compatible. Mais là, 3/4 du temps, hein, ça fonctionne sans trop de problèmes. Le G-Sync pur, ça devient très très rare et généralement ça coûte un petit peu plus cher. Donc bon, il n'y a pas de grandes questions à se poser. Hein. Normalement, si c'est G-Sync ou FreeSync sur l'écran, la plupart du temps, ça va fonctionner avec une GeForce aussi. Après, ça coûte jamais rien de se renseigner un petit peu plus sur le modèle de l'écran en question pour être sûr et certain que ça va fonctionner. Alors ensuite on a Scanix, j'adore ce sondage, oui le sondage était incroyable. Sinon question sérieuse, comment savoir si sa carte mère est compatible Quad Channel? Ben il suffit d'aller voir les specs, généralement tu vas les trouver, généralement c'est indiqué. Hein. Pourrais-tu faire des bench VR? Ça j'y ai déjà répondu tout à l'heure, et des comparatifs de performance Linux versus Windows. Linux c'est compliqué encore hein, pour l'instant pour du gaming, je suis pas persuadé que ce soit hyper intéressant, même si pour certains ça le serait peut-être. Après le gros problème hein, c'est que Linux, pour l'instant je m'y suis jamais vraiment intéressé, donc pas d'actualité pour l'instant. Ensuite on a Viking du 12, question de débutant, on parle toujours d'overclocker les CG et les Proco pour améliorer les FPS, mais est-ce que ça peut permettre d'améliorer les paramètres graphiques? Mon jeu qui tourne en 60 FPS moyen, si je overclock, est-ce que je peux le faire tourner avec autant de FPS en qualité ultra? Ça dépend de l'overclock, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, non. À une certaine époque, ça aurait pu être possible, hein. C'est un petit peu dommage, hein, puisque c'était là tout l'intérêt de l'overclocking. Maintenant, hein, la plupart du temps, ça permet de gagner entre 5 et 10% de perf dans le meilleur des cas, soit quasiment quelque chose d'imperceptible à l'usage, hein, la plupart du temps. Ensuite, une question d'Ashkan. Salut VCG, je compte monter un PC pas avant 2026. Ça fait loin. Je voudrais bien que tu fasses une vidéo sur les futurs GPU, CPU, nouvelles techno. Alors là, c'est compliqué quand même, hein. J'ai pas la boule de cristal qui va aussi loin. Après, forcément, hein, dans le futur, ce sera mieux que maintenant, dans toute logique au niveau des performances. Après, à quel point ce sera mieux, c'est difficile à dire, hein. Là on est fin 2022, en 2026, on devrait avoir au moins 1 à 2 générations de processeurs et 1 à 2 générations de GPU. On peut pas savoir ce qui va sortir d'ici là, hein. C'est très 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 loin. Ensuite on a Odin, selon toi rentable de passer sur un modèle de GPU plus puissant juste pour pouvoir se dire je peux tout faire tourner en ultra? J'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas que ce ne sont que des presets. Et sur une expérience de jeu normale, pas tout le monde va voir la différence entre ultra et élevé, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de mental. Ok, c'est en ultra, donc c'est forcément plus beau, ça se voit. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est pour ça qu'habituellement je teste toujours en détail ultra et en détail élevé, puisque pour moi, en détail élevé, les 3/4 du temps, enfin même 90-95% du temps, hein, la perte de qualité d'image est imperceptible. Après, les achats de gros GPU, hein, c'est assez régulièrement quand même des achats compulsifs, et il y en a beaucoup qui veulent juste avoir le meilleur GPU à l'heure actuelle, pour une raison ou une autre, hein, qui est parfois plus ou moins valide. Mais encore une fois, j'ai un petit peu de mal aussi avec la mentalité actuelle, hein, de dire « Mon Dieu, la 4090 coûte vraiment un prix horrible, du coup, si mon matos tombe en panne, j'achèterai plus rien. » On peut toujours se faire des PC à l'heure actuelle à un prix tout à fait correct et qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'acheter le top du top pour avoir une expérience gaming très agréable sur PC, hein. On peut s'en sortir avec quelque chose de vraiment excellent pour moins de 1000 balles, hein, la plupart du temps. Il suffit de revoir ses ambitions à la baisse. Après, évidemment, si vous voulez du 4K 140 FPS, là, oui, il faudra sortir la grosse artillerie. Par contre, si vous visez quelque chose de plus raisonnable, ben vous paierez un prix beaucoup plus raisonnable. Et que ce soit là, maintenant, ou il y a 5 ou 10 ans, hein, le très haut de gamme, ça n'a jamais été le plus intéressant au niveau du performance-prix, et ça ne l'est jamais, et ça ne le sera probablement jamais non plus. C'est pareil pour tout ce qui est future proofing, hein, personnellement.
le future proofing, pour moi ça n'existe pas et c'est la plupart du temps juste payer plus cher pour avoir quelque chose de pas vraiment très utile sur la longueur, puisque c'est la plupart du temps beaucoup plus simple d'acheter un GPU milieu de gamme, voire début haut de gamme, et de le changer régulièrement que d'acheter le très très haut de gamme et se dire je vais le garder 5-6 ans. Personnellement, un GPU ça change en moins de 5 minutes, je vois pas ce qui est si gênant que ça à acheter un GPU plus souvent. Après bon, bah, chacun fait ce qu'il veut. Alors ensuite on a une question de Grills, on n'en parle ou pas du DisplayPort de la 4090 qui ne laisse pas la puissance de la carte s'exprimer sans compression. Plus de 120 fps en 4K max, nanana, espérons que les 7000 d'AMD seront plus intelligents. Alors, c'est dommage effectivement qu'NVIDIA n'ait pas mis de DisplayPort 2.0 sur ces nouvelles cartes. Est-ce qu'il y a une raison technique ou pas à la chose? J'en sais rien. Au niveau coût, ça aurait pas coûté grand chose de toute façon de mettre du 2.0. Après oui, c'est dommage. Après le DSC ça fonctionne vraiment pas mal, c'est du lossless dans les grandes lignes. Alors certes c'est de la compression, après si ça se voit pas, est-ce que c'est dramatique? Bon bah chacun d'en juger, personnellement moi je m'en fous un petit peu. Je suis pas vraiment concerné, mais je comprends pour ceux qui visent les très très hautes résolutions, ça peut être gênant. Après bon, on peut pas vraiment faire grand chose à ce niveau là non plus. Alors ensuite on a une question d'Olivier, combien de RTX 4090 pour trouver la question sur la vie, l'univers et le reste? Est-ce déjà un élément de question? Je suis pas sûr que les 4090 aident beaucoup dans ces cas-là, et si c'était le cas il en faudrait peut-être beaucoup trop. Ensuite on a Control Alt Sub 76, juste connaître ton premier ordinateur, moi un ZX81, sinon niveau PC mon bon vieux 386, je me trouve vieux d'un coup. Mon premier PC, moi, c'était un Cyrix 133 MHz Media GX. Ça veut dire que c'était un Cyrix encore plus nul que les autres Cyrix, mais c'était le PC le moins cher que je pouvais me permettre à l'époque. Donc du coup, j'ai fait avec. Mais en gros, c'était une sorte d'APU, puisqu'il y avait déjà la carte son et la vidéo intégrées, entre guillemets, au processeur aussi. Mais ça m'a permis quand même de jouer à StarCraft, Duke 3D à l'époque, tout ça, donc bon, c'est plutôt nostalgique et rigolo, mais c'était quand même une bonne époque. Malgré les performances pas terribles, c'était plutôt sympa. Ensuite, on a Tangent qui demande pourquoi la 8.6 n'est pas considérée comme une bière, mais comme une 8.6. Le goût, tout simplement, la 8.6, ça a un goût bien particulier, qui s'approche quand même légèrement de l'urine avec un petit quelque chose d'alcoolisé, on va dire. Non, franchement, c'est pas très agréable à boire, tout simplement. C'est principalement des binous pour se mettre une murge, ni plus ni moins. Ensuite, on a Siddeep. Salut VCG, des questions plus personnelles te dérangent? Tu habites dans quelle ville, maison ou appartement, marié ou célibataire, des enfants? Au niveau de ma situation matrimoniale, je trouve pas ça très intéressant. Au niveau de ma ville, bon ça j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos, j'habite dans le Pas-de-Calais, j'habite pas très loin de Saint-Omer. Après en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire sur le sujet. Ensuite on a Zach le messager, c'est quoi la durée de vie avant changement d'un PC? Il n'y a pas de durée de vie définie, ça tient le temps que ça tient, donc on peut pas vraiment dire combien de temps un PC va durer, que ça dépend de plein de paramètres. Du coup je peux pas vraiment te dire. Ensuite, on a Coingon, qu'il est le pognon, j'ai oui des choses, grand sage. Le pognon, j'en sais rien, figure-toi, j'en ai pas beaucoup plus qu'avant. Ensuite, on a Bit en bois, très beau pseudo. Moi, c'est d'enfin comprendre le sens du mot minage. C'est quoi, pourquoi a-t-on besoin de carte graphique? Alors, expliquer le minage de crypto. Pour faire très simple et très schématiquement, si tu prends une pool, donc une équipe, tu vas mettre ta puissance de calcul, que ce soit un processeur, un GPU ou n'importe quoi d'autre. C'est juste que les GPU étaient plus efficaces dans certains cas, mais c'est pas toujours le cas, enfin bref. Tu mets en commun ta puissance de calcul. La puissance de calcul en question va permettre de faire valider les transactions sur le réseau de la crypto-monnaie et aussi de trouver des blocs. Alors, quand on trouve un bloc, on débloque la récompense du bloc, ce qui fait que du coup après la récompense est dispatchée entre les différents mineurs qui ont trouvé le bloc. Et on appelle ça minage tout simplement parce que c'est un petit peu comme taper dans un bloc, comme dans une mine, pour trouver justement le métal précieux. C'est un petit peu schématisé en fait, mais dans l'idée c'est ça. Ensuite on a Kevin qui demande pain au chocolat ou chocolatine. En tant qu'ex-boulanger, il y a très très longtemps, nous on appelait ça petit pain au chocolat, donc voilà. Moi les chocolatines je sais pas ce que c'est.
Alors ensuite, j'ai eu plusieurs questions qui allaient toutes dans le même sens, en gros sur mon test de la 4090 sur Nvidia et comment il se comporte, et si j'ai eu des guidelines ou tout ce genre de choses. Donc déjà de base, ça me saoule de répondre à ce genre de choses, puisqu'en gros je vous ai déjà tout dit dans l'introduction de mon test de la 4090, mais bon, je pense qu'il est quand même important de rappeler certaines choses. Donc que ce soit au niveau de la communication des entreprises, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la presse ou que ce soit dans n'importe quel autre média, ne faites confiance à personne en particulier, et à moi non plus d'ailleurs. Je le dis à chaque fois, mais variez vos sources pour vous faire une image la plus complète possible dans une situation, et après faites-vous votre propre avis. Et méfiez-vous tout particulièrement de ceux qui se présentent comme détenteurs de la vérité véridique absolue et que tous les autres sont d'incroyables menteurs ou vendus. Surtout quand les personnes en question ne sont pas vraiment super bien placées pour donner des leçons ou pour se présenter comme modèle d'intégrité absolue quand ils se font rincer par les marques à longueur de temps. Donc bon, les chevaliers blancs du hardware en carton-pâte, fait quand même pas mal rigoler, et ça sent quand même beaucoup l'hypocrisie à plein tube, et certains feraient mieux de passer plus de temps à s'occuper de leurs propres tests plutôt que d'essayer de dénigrer le travail des autres à coups de fausses rumeurs. Et encore une fois, tout comme les entreprises agissent dans leur propre intérêt, eh bien les youtubeurs c'est pareil, ce sont aussi de petites entreprises qui agissent dans leur propre intérêt. Donc peu importe qui parle de tel ou tel sujet, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne gagne à dire telle ou telle chose, ou à se montrer aussi agressive envers d'autres personnes ou une certaine société. Donc que ce soit l'argent, les vues, la fame ou n'importe que ce soit d'autre, il y a toujours une raison, surtout quand on traite tous les autres reviewers du monde de vendus parce qu'ils ont reçu du matériel d'une marque. Et c'est plutôt pathétique dans l'ensemble, ça voudrait dire que par exemple, Gamers Nexus ce sont des vendus, Hardware Unbox c'est des vendus aussi, Tech Power Up également, le comptoir du hardware, Cocotland, enfin tout le monde en gros, tous les reviewers du monde qui ont reçu une carte d'Nvidia sont tous absolument dévendus. Donc vous l'avez bien compris, vous ne pouvez faire absolument confiance à personne en dehors des détenteurs de la vérité vraie véridique. Posez-vous les bonnes questions. Mais bon, revenons à Nvidia, et encore une fois, je le rappelle, Nvidia c'est une entreprise, et comme toute entreprise, ils sont libres de gérer leur barque comme ils l'entendent, de travailler avec qui ils ont envie de travailler, et aussi de fournir du matériel et de prêter du matériel dans les conditions qu'ils ont envie de prêter le matériel à telle ou telle personne. Ça les regarde totalement. La décision leur appartient. Après, on peut trouver ça cool ou pas cool dans certaines conditions, mais encore une fois, c'est Nvidia qui choisit. Et j'insiste bien encore une fois, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans cette situation. Moi, j'ai eu totale carte blanche. On m'a demandé si je voulais faire un test. Mon contact chez Nvidia savait très bien que je ne l'aurais pas accepté, si j'avais eu des guidelines à suivre, si j'avais dû faire vérifier ma vidéo, ou si on m'avait demandé de suivre une liste de jeux spécifiques ou ce genre de conneries. Personnellement, ça aurait été non direct. Donc que certains influenceurs, et j'insiste bien sur ce mot-là, décrivent leur expérience et leur vérité, ok, sauf que c'est pas la vérité de tout le monde, et j'ai pas du tout eu ce genre de directive ou ni quelconque instruction. La seule chose qu'on m'a demandé dans l'histoire, c'est de mettre 2-3 hashtags en dessous de la vidéo et un lien vers le site de Nvidia sur la 4090, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Donc non, il n'y a pas de script ou de messages subliminaux que Nvidia m'a demandé de mettre dans ma vidéo, tout ce qui est présent dans ma vidéo, c'est moi qui ai choisi de le mettre. Et ça m'a bien fait marrer quand j'ai entendu des commentaires du genre « Ah, vous avez vu, ils disent tous la même chose dans leur review, c'est forcément scripté, machin... » Enfin les gars, vous êtes complètement tarés quoi. On teste tous le même produit, évidemment qu'il y a des choses que l'on va dire qui seront exactement les mêmes, puisque généralement quand on teste un GPU, on va forcément faire un tour du côté des specs, du côté des features, du côté des nouveautés, du côté de l'architecture. C'est la même chose depuis que l'on teste des GPU. Incroyable! Enfin franchement, ce genre de complotisme, c'est du niveau des platistes, faudra quand même avoir un petit peu plus d'imagination. Et là je vais vous trouver le cul, vous allez voir, on va regarder un test qui date de 2001, donc ça a plus de 20 ans, et c'est un test de la GeForce 3 sur le site hardware.fr, et là, c'est incroyable, Au début de la review, il parle d'Nvidia, des générations précédentes, les premiers succès, machin. Ensuite, incroyable, il parle du GPU, il parle des specs. Ensuite, regardez, on parle de l'architecture, c'est absolument incroyable. Ensuite, ça parle également des features. Et oui, les features, c'est important, et donc on détaille les features dans une review, aussi incroyable que ça puisse paraître.
Une review, hein, c'est pas juste prendre 5 jeux et de donner 5 résultats de benchmark, hein. On peut aussi expliquer tout ce qu'il y a autour sans être absolument un énorme vendu. Donc bon, faut quand même arrêter le délire. Quand on veut faire un test complet, généralement, on va aussi parler des nouvelles features sur les cartes et sur l'histoire du DLSS 3.0. Alors ça m'a fait marrer, hein. Oh mon dieu, il a parlé du DLSS 3 pendant 20 minutes. Bienvenue sur ma chaîne. Oui, j'ai aussi fait une vidéo dédiée au FSR 1.0 qui durait 30 minutes. J'ai fait une vidéo sur le FSR 2.0 qui durait 20 minutes. J'ai aussi fait un test de la 6500 XT qui durait 50 minutes et où on a parlé de l'architecture pendant au moins 20 minutes également. C'est juste ce qu'on fait ici. Mais bon, tous ces sujets, hein, c'est probablement parce qu'AMD m'avait fait un énorme chèque, hein, sinon bien évidemment j'en aurais pas du tout parlé, puisque bon, tout ce qui est nouvelles features et tout ça, c'est des choses qui m'intéressent pas du tout. Donc oui, hein, c'est le principe de ma chaîne, on détaille et on analyse et on prend le temps de le faire, sans parler que dans les 20 minutes sur le DLSS 3.0, hein, c'était pas juste de la branlette sur le DLSS 3.0 et à quel point c'était la deuxième venue de Jésus, loin de là, hein, puisqu'en gros, pendant 20 minutes, j'ai quand même expliqué le fonctionnement de la techno, les points positifs et les points négatifs de l'approche, conceptuellement. J'ai aussi fait un blind test, qui durait 3-4 minutes quand même, hein. Il y a aussi eu une série de benchmarks pour voir justement ce que ça donne en pratique au niveau des chiffres et au niveau de la latence et tout ça. Et aussi une conclusion sur le gros souci du DLSS, à savoir que ça ne fonctionne pas sur les anciennes générations et tout ce genre de trucs. Ce qui fait très certainement de moi ici, encore une fois, un gros vendu. Et je pense aussi que de détailler comment ça fonctionne le DLSS 3, c'est à la fois important et intéressant pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, hein, puisque bon, ceux qui viennent voir un test d'un nouveau GPU, ils sont pas forcément au courant, hein, de comment tout fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce DLSS 3. Du coup, ben oui, c'est important d'en parler. D'ailleurs, pour les donneurs de leçons, hein, il ferait mieux d'aller voir justement cet encart sur le DLSS 3, puisqu'apparemment ils ont toujours pas compris comment ça fonctionne. Et pour l'unboxing, c'était pareil, hein. Il n'y avait absolument rien d'obligatoire, on nous a juste dit à tel jour, telle heure, vous pouvez faire un unboxing, vous le faites si vous voulez. Oh là là, j'ai reçu tellement de pression de la part d'NVIDIA pour cet unboxing. Enfin, l'unboxing en question, hein, c'était principalement pour annoncer justement qu'un test de la 4090 allait arriver sur la chaîne, puisque c'est un petit événement pour la chaîne hein, quand même. Et en plus de ça, je voulais aussi revenir principalement sur l'histoire de la consommation de la carte, et le gros n'importe quoi ambiant qui était là à cette époque-là, hein, sur l'histoire des câbles et tout ça. Et comme j'avais la carte sous la main, hein, j'étais plutôt bien placé pour le savoir. Donc, j'ai laissé quelques messages subliminaux dans la vidéo d'unboxing, avec ce que j'avais le droit de dire. Donc bref, petit coup de gueule ici, parce que je pense qu'il était quand même nécessaire de remettre certaines choses à leur place. Et personnellement, hein, je trouve tout simplement déplorable, mesquin et petit, hein, de venir critiquer et porter des accusations complètement gratuitement sur ses confrères, juste parce qu'on est apparemment très très salé. Moi, j'ai toujours respecté le travail des autres, dans le milieu, hein, même si on n'a pas tous la même vision des choses, et la façon dont on veut faire les choses. Personnellement, hein, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde ici, et qu'il est justement très très important d'avoir plusieurs sources pour se renseigner. Et en parlant de renseignements, eh bien, on se retrouve aussi très bientôt avec le test des Ryzen 7000. On va aussi avoir du Raptor Lake et aussi, bien évidemment, le Intel Arc A770, puisque je l'ai enfin reçu. Du coup, je vais aussi pouvoir bosser là-dessus. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!